Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, sauf que je suis crevé, parce que j'ai fait du montage jusqu'à 6h du matin. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Adam Warlock. Voilà, franchement, elle m'a pris du temps, donc ça ferait plaisir. C'est juste ça. En général, c'est les vidéos qui prennent le plus de temps qui font le moins de vues. Au pire, c'est pas grave, j'en suis content, donc voilà. Mais voilà, ça me fera plaisir si vous allez y jeter un coup d'œil, en tout cas. Mais on se retrouve ici pour parler news, et c'est une énorme news pour le coup qui est tombée. C'est le début de la grève des scénaristes. Et ça va avoir de sacrés impacts si ça dure. Et pour en parler, j'ai pris l'article de Deadline. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit moi-même, parce que les traductions Google sont vraiment absolument pourries. Je vous conseille vraiment d'éviter les traductions Google, c'est pas bon du tout. Au pire, si vraiment vous maîtrisez pas l'anglais, servez-vous d'un site qui s'appelle DeepL. C'est DEEPL, qui est pas parfait, mais qui est déjà vachement plus efficace quand même. Mais donc voilà, j'ai traduit l'article de Deadline et on va regarder un peu tout ça, histoire de comprendre du coup de quoi il s'agit vraiment. Donc l'article se décompose comme ça. Déjà, quel est l'enjeu? Donc, la survie de l'écriture en tant que profession est un enjeu de cette négociation, a déclaré d'emblée la WGA, donc la Writing Guild of America, donc le syndicat des scénaristes en fait. Faut savoir que c'est un syndicat qui... alors il y a quoi? Il y a 11 500 personnes à peu près, et c'est une grosse majorité de la profession qui en fait partie. Soulignant que de nombreux membres qui gagnaient bien leur vie auparavant ont beaucoup plus de mal à le faire aujourd'hui. Faut savoir que il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, déjà, l'ancienneté est de moins en moins prise en compte. Là où avant, des scénaristes, au fur et à mesure, touchaient forcément commençaient au minimum, et si on retrouvait le même scénariste quelques années plus tard, voilà, son salaire avait augmenté de, je sais pas moi, 15, 20, 30, 20%. C'est plus le cas. Maintenant, on retrouve des scénaristes qui, après des années de boulot, touchent toujours le minimum. En grande partie à cause du passage à la diffusion en streaming, ça c'est vraiment une grande part du problème, les scénaristes voient leur travail dévalorisé dans tous les secteurs de l'entreprise, alors que les bénéfices des entreprises sont restés élevés et que les dépenses de contenu ont augmenté. C'est-à-dire tout ce qui est dépensé par les networks, donc les chaînes de télé, les plateformes de streaming, et ainsi de suite, qui dépensent de plus en plus pour produire. Les scénaristes sont à la traîne, a déclaré la WGA dans un communiqué. Les sociétés ont profité du passage à la diffusion au streaming pour réduire la rémunération des scénaristes et séparer l'écriture de la production, détériorant ainsi les conditions de travail des scénaristes de séries à tous les niveaux. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les scénaristes, une part de leur revenu, normalement, vient de ce qu'on appelle les residuals. Ça veut dire, à chaque fois qu'un programme sur lequel ils ont écrit va passer à la télévision, ils vont retoucher quelque chose. Une série sur laquelle j'ai écrite et rediffusée, je retouche un peu d'argent. Pas avec le streaming. Ça a été fait en énorme désavantage pour les scénaristes. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas, tout simplement, comment dire, on ne sait pas combien de gens regardent les programmes de streaming. Et les plateformes n'ont pas à payer de residuals aux gens qui ont écrit, contrairement aux chaînes de télévision. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour les scénaristes. Parce que le boulot est le même, mais il y a un énorme manque à gagner par rapport aux autres plateformes, que ce soit cinéma, parce que pareil, les films, après, quand ils passent à la télévision, normalement, ils touchent des residuals, mais pas quand ils passent sur des plateformes de streaming. Et voilà, ça cause un énorme problème pour eux, parce que c'est du temps passé à écrire aussi, pendant lequel ils écrivent pas pour la télévision ou autre chose, sauf que là, ils vont pas avoir les residuals. Dans sa déclaration de grève de lundi soir, la guilde a été plus explicite, affirmant que l'AMPTP cherche essentiellement à créer un travail, alors ce qu'ils appellent gig economy, donc à partir de ce qui était autrefois des carrières à temps plein. Ça veut dire en fait payer, c'est être indépendant, c'est être payé au contrat, un peu comme un musicien est payé pour un concert. Quand on dit gig, c'est un concert par exemple. Et donc ça veut dire un scénariste, tiens on a besoin de toi pour faire ça, on va te payer juste cet acte-là. Ça va pas être on t'embauche, ça va pas être tu vas être payé pour un mois, ça va être non, on te paye juste pour un petit contrat. Donc, comment faire pour en vivre? C'est le problème. C'est que beaucoup, du coup, ne peuvent plus en vivre, tout simplement. Alors, j'ai pas précisé au début, mais donc voilà.
vous avez sûrement entendu parler. Donc effectivement, il y a eu un rendez-vous hier soir entre la WGA et le syndicat justement des diffuseurs. Il n'y a pas eu d'accord. Donc ça y est, la grève est faite, c'est clair. Là, il y a déjà, normalement, je pense, ça doit commencer des piquets de grève, donc devant Netflix, devant Sony, devant Paramount, devant Disney, enfin voilà, de tous les côtés. À New York et à Los Angeles. Parce qu'à New York, il y a Netflix et Peacock qui sont à New York, et puis bah, tout le reste aux États-Unis. À Los Angeles. Donc le comportement des entreprises a créé une gig-économie, donc voilà ce que je vous expliquais, à l'intérieur d'une main-d'œuvre syndiquée. Et leur position immobile dans cette négociation a trahi un engagement à dévaloriser davantage la profession des auteurs. Évidemment, c'est ce qu'ils ressentent, ils se sentent totalement dévalorisés du coup dans leur profession. Qu'il s'agisse de leur refus de garantir un quelconque niveau d'emploi hebdomadaire pour la télévision épisodique, de la création d'un tarif journalier pour les comédies de variété, ou de leur blocage sur tout ce qui concerne le travail gratuit pour les scénaristes. Alors ce qu'ils appellent travail gratuit, ça concerne beaucoup en fait des travaux de réécriture et surtout aussi le travail de pré-production. Ça veut dire avant qu'une série soit greenlight, soit accepté par un network, une plateforme de streaming ou machin, il y a souvent des scénaristes qui vont bosser soit pour très peu cher, soit voire gratuitement, parce que c'est de la pré-production. Tant que, et du coup, si ça n'arrive pas à terme, bah, dans le cul, lu, excusez-moi l'expression, mais tant pis pour eux, du coup. Elles ont fermé la porte à leur main-d'œuvre et ouvert la porte à l'écriture en tant que profession entièrement freelance, ce que je vous disais. Un tel accord ne pourra jamais être envisagé par nos membres. Il y a aussi l'impact potentiellement transformateur de l'IA. Et oui, dans tous les domaines des intelligences artificielles, et la manière dont elles pourraient être utilisées pour générer des scénarios. Faut savoir que par rapport à l'IA, justement la WGA, donc le syndicat des scénaristes, avait proposé il y a quelques semaines des idées par rapport à ça, des solutions. En gros, c'était de considérer l'IA comme un outil. Une IA ne pouvait pas être considérée comme pouvant avoir un crédit sur un scénario. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire en fait qu'on ne peut pas tout simplement dire c'est une IA qui a écrit un scénario et donc du coup on n'a personne à payer. Une IA pour la WGA doit être considérée comme un outil, comme un stylo. Ça veut dire il faut quand même une personne, un scénariste peut se servir de ChatGPT, mais les crédits iront au scénariste. Il n'y aura pas une part qui dira ah ben en partie c'est ChatGPT qui l'a écrit. Non, non, c'est comme si ce scénariste s'était servi d'un stylo. Tout simplement. C'est pour éviter justement que les studios se servent d'IA et du coup ne payent personne pour ce travail d'écriture. Mais bon, ça à mon avis ça reste une mauvaise solution parce que bon, c'est très facile après du coup de prendre n'importe qui, de dire bah voilà c'est lui, c'est lui qui a écrit, il n'y a pas besoin d'embaucher un scénariste ou quoi, suffit d'avoir un nom de quelqu'un qui prend les crédits. Ça peut être le showrunner, ça peut être un des producteurs, ça peut être quelqu'un qui travaille pour le network d'une manière ou d'une autre, enfin je trouve ça assez facile à contourner pour le coup. L'AMTP, donc ça c'est la partie donc, qui représente les diffuseurs, ça veut dire streamer, chaîne de télé, studio de cinéma, pour sa part, adopte une approche financière conservatrice représentant les intérêts de ses membres en tenant compte de leurs résultats et de leurs cours boursiers. La présidente de la MPTP, Carole Lombardini, est largement considérée comme une négociatrice dure mais juste. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour son camp, c'est-à-dire un accord qui permette à la production de continuer à circuler, à prospérer et qui aide les studios et les diffuseurs à maîtriser leurs coûts. Bon, en gros, elle défend les intérêts des gens dont elle est la présidente, on va pas se mentir quand même. Quels sont les enjeux? Partie intéressante. Hollywood émerge à peine des conséquences de la pandémie et des ralentissements de production qui en ont découlé. Plus récemment, les studios, les networks, les diffuseurs et les producteurs ont licencié des milliers de travailleurs. Pour une industrie qui, il y a un an, s'interrogeait collectivement sur son propre avenir, un arrêt de travail lié à une grève après les licenciements et les fermetures liées à la pandémie pourrait s'avérer une combinaison assez terrible. En fait, c'est une série de coups de poing, quoi. C'est vraiment une série de coups à l'estomac, cette histoire-là. Effectivement, hein, Warner, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Disney a viré énormément de monde. C'est une situation compliquée. C'est pas la facilité pour les scénaristes de prendre cette décision. Que veulent les scénaristes? Dans le cadre de la grève actuelle, la WGA cherche à obtenir des gains en termes de rémunération et d'indemnités résiduelles. Donc les indemnités résiduelles, c'est ça, c'est le résidual. Ce que je vous expliquais, le fait de toucher à chaque fois qu'un programme repasse quelque part.
faut comprendre que si on prend avec comment ça s'appelle, avec l'inflation, c'est assez terrible. En fait, les résultats pour les scénaristes, en gros, il y a une baisse, je crois qu'on est dans c'est du moins 14%. C'est moins 14% sur les 5 dernières années de baisse, en fait, pour ce que touchent les scénaristes en moyenne. J'ai des chiffres. Pour un scénariste producteur, la paye par semaine médiane a décliné de 4% dans la dernière décennie. Mais si on l'ajuste à l'inflation, on passe à 23%. En prenant en compte l'inflation, 23% de baisse sur le salaire médian par semaine des scénaristes producteurs. C'est énorme. C'est énorme. Ainsi qu'à mettre un terme aux mini-rooms. Alors ça, les mini-rooms, c'est ce que je vous expliquais. C'est ces scénaristes qui bossent justement en amont des projets. Voilà, où des groupes de scénaristes travaillent en amont de la production d'une série télévisée pour trouver des histoires et rédiger des scénarios. La guilde a fait valoir que les producteurs sont tout à fait en mesure de rémunérer les scénaristes de manière plus équitable. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais avant. Les segments de divertissement des grandes entreprises du secteur, Netflix, Paramount, Warner, Discovery, Fox, Disney, Comcast et NBC Universal, ont affiché un revenu d'exploitation annuel moyen de 29 milliards de dollars entre 2017 et 2021. Donc par an, 29 milliards. Peut-on lire dans un récent rapport. Les bénéfices des entreprises médiatiques plus anciennes en 2022 ont été plus faibles. Mais les entreprises prévoient une amélioration à court terme alors qu'elles s'orientent vers une rentabilité accrue dans le streaming. C'est-à-dire, voilà, normalement, ça devrait aller à l'augmentation. Remarque, la MTP représente également Apple et Amazon, en plus des sociétés susmentionnées. La guilde souhaite également établir une sorte de politique sur l'IA et la paternité des œuvres, en particulier si les idées d'un auteur sont utilisées comme base d'un travail généré par l'IA. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'IA, pour eux, ne doit être considérée que comme un outil. Ça n'est qu'un stylo. Il ne faut pas que l'IA puisse... déjà qu'elle n'ait pas le droit de se nourrir de travaux d'autres scénaristes, parce que c'est un peu du vol. Vous savez, les IA doivent être nourries. Les IA visuelles sont nourries d'images d'artistes. C'est pour ça qu'on peut dire à une IA, tiens, fais-moi ça dans le style de Jim Lee, fais-moi ça dans le style de Picasso, parce que ça a bouffé du Picasso, ça a bouffé du Jim Lee. Et ça, normalement, ça devrait pas être possible. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils veulent aussi éviter. La proposition de la WGA de réglementer l'utilisation du matériel produit à l'aide de l'intelligence artificielle ou de technologies similaires garantit que les entreprises ne peuvent pas utiliser l'IA pour saper les normes de travail des scénaristes, y compris la rémunération, les droits résiduels, les droits séparés et les crédits, a indiqué la guilde. Donc ça, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que veulent les studios, les networks et les streamers? Tout simplement, ils veulent s'assurer qu'ils pourront continuer à faire des bénéfices. L'un des arguments des producteurs est que le streaming est encore une activité émergente et que les studios et les networks ne savent pas exactement à quoi ressembleront les marges bénéficiaires, ni même comment elles seront réalisées. Mais, parce que pour l'instant ils perdent tous de l'argent, c'est ce qu'on vous explique tous les dimanches, elles perdent toutes de l'argent. Mais Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a récemment estimé à 17 milliards de dollars les dépenses de contenu prévues pour son entreprise pour 2024 et a fait état d'un flux de trésorerie disponible au premier trimestre qui a atteint 2,1 milliards de dollars, contre 800 millions de dollars au trimestre précédent. Il s'agit là d'une activité émergente plutôt saine. En gros, filer de l'argent aux scénaristes. Mais bon, on est toujours dans ce problème de les plateformes de streaming, tout le monde a voulu sa part du gâteau, donc tout le monde... C'était intéressant quand on pouvait se dire qu'il y avait une, voire deux, trois plateformes de streaming qui réunissaient vraiment, voilà, quasiment tout. Maintenant, il faut une plateforme pour Warner, une plateforme pour Apple, une plateforme pour Disney, une plateforme pour Paramount, une plateforme... Les gens ne peuvent pas s'abonner à tout. Et le problème, c'est qu'ils dépensent énormément en production, sauf que les gens, c'est limité le nombre de plateformes auxquelles ils peuvent s'abonner. Donc oui, pour l'instant, ils galèrent tous. Je vous rappelle que Disney Plus a perdu 1,4 milliard de dollars juste dans le dernier trimestre 2022. Pour vous dire où ça en est. C'est quand même... Et donc officiellement, l'AMTP, donc le syndicat des diffuseurs,
est resté plus vague quant à ses objectifs. Au-delà du désir de voir la production se poursuivre, dans une déclaration récente, le groupe a déclaré « Nous sommes tous partenaires pour tracer ensemble l'avenir de notre activité et nous nous engageons pleinement à conclure un accord mutuellement bénéfique avec chacun de nos partenaires de négociation. » Bah, la preuve que non, ils sont en grève. L'objectif est de maintenir la production active afin que nous puissions tous continuer à travailler et à offrir aux consommateurs le meilleur produit de divertissement disponible dans le monde. Raté. Trop tard, ça y est, ils sont en grève. Quelles sont les émissions télévisées concernées? Émissions et séries. Les émissions de fin de soirée ont été les premières touchées. Effectivement, Deadline a confirmé que The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live et The Tonight Show starring avec Jimmy Fallon devraient disparaître, c'est sûr, ça y est, ça a été annoncé, disparaîtront mardi. Le mardi, ça s'arrête, ça sera des rediffusions. Parce qu'ils peuvent. Le problème, c'est que c'est des émissions qui parlent d'actualité, qui jouent sur l'actualité, et du coup, elles sont toujours écrites au dernier moment, et bah, il n'y a plus le droit. Faut bien comprendre ce que ça veut dire une grève des scénaristes. Il n'y a plus le droit d'écrire quoi que ce soit. C'est pas juste, il y a des scénaristes qui font grève, d'autres non, les scénaristes sont en grève, on va se débrouiller. Non, non, non. Il n'y a plus le droit de changer une virgule sur un script. C'est comme ça aux États-Unis. Là, il n'y a plus le droit de toucher à un script. Donc des émissions comme ça dont les scripts sont écrits au dernier moment, fini. Pas possible pendant la grève. Et effectivement, voilà, compte tenu de leur horaire et de leur nature à devoir être écrites au dernier moment. Lors de la grève de 2007-2008, tous les talkers de fin de soirée ont commencé à diffuser des rediffusions dès le premier jour. La prochaine chaîne touchée sera probablement la télévision de jour, en particulier les feuilletons, qui ont généralement un programme de production continue, c'est-à-dire tous les feuilletons à la Feu de l'amour et compagnie, qui sont produits toute l'année en fait. Et donc, dès qu'on va arriver au moment là où des épisodes qui auraient été écrits maintenant, ça y est. L'émission Saturday Night Live, donc le SNL, qui est une émission très connue humoristique américaine, sera affectée peu après pour les 3 derniers spectacles de la saison. Cela concernerait l'émission animée par Pete Davidson le 6 mai, ainsi que le final de la saison, au cours duquel les membres de la distribution qui quittent l'émission font leurs grands adieux. Du coup, ils les feront pas. Parce que pareil, pas de scénariste pour pouvoir écrire les sketchs. À un moment donné, même les séries épisodiques à succès pourraient être touchées. Selon un récent rapport de la WGA, un arrêt de travail en mai pourrait retarder la saison de télévision qui continue de représenter un tiers de tous les épisodes produits, donc 45% des épisodes produits par les sociétés de médias traditionnelles, Disney, Paramount, Global et Comcast, NBC Universal. Faut savoir que en 2007, quand il y a eu la grosse grève qui avait duré, c'était 100 jours, ça avait été hallucinant. Le nom Lost, Prison Break, Doctor House, il y avait plein de séries qui ont dû raccourcir leur saison ou qui ont eu des épisodes qui étaient, il y a eu une énorme baisse de qualité. Ça a été hallucinant, ça a été vraiment énorme. On va vivre les conséquences, vraiment, c'est beaucoup plus que beaucoup ne l'imaginent pour le coup. Il faut savoir que les scénaristes des séries d'automne commencent généralement à travailler en mai et juin, en vue des premières séries en septembre et octobre. L'écriture de nombreuses séries diffusées en continu est également en cours ou devrait commencer dans les mois à venir. Tout retard dans le début des travaux risque de repousser les premières de la saison d'automne et en fin de compte de réduire la quantité de nouveaux programmes produits pour la saison 2023-2024. Sans compter les séries qui vont être annulées. Il y a aussi des séries qui vont être annulées à cause de ça. Lorsque ce coup est tombé lors de la grève de 2007-2008, les networks se sont penchés sur un genre de programmation, alors ça je suis pas d'accord, alors relativement naissant, le unscripted, c'est-à-dire la télé-réalité. Il en a résulté une explosion de la télé-réalité et de nouveaux formats, dont beaucoup sont encore d'actualité aujourd'hui. La grève pourrait avoir un impact encore plus important cette fois-ci, en accélérant encore le déclin de la programmation scénarisée sur la télévision linéaire. C'est pas totalement vrai. Tous les programmes vraiment à gros succès en termes de télé-réalité existaient déjà au moment de la grève 2007. Ils sont arrivés au début des années 2000. Donc c'est faux de dire que c'est la grève 2007. Les quelques programmes aux États-Unis qui ont été ajoutés dans cette période-là, en vrai, la plupart ont disparu ou n'ont pas eu de gros succès. Mais tous les programmes vraiment qui cartonnent en termes de ce qu'on appelle le unscripted, justement le sans script, ça existait déjà. Donc les Masked Singer, toutes les grosses émissions, ça existait déjà. Donc non, ça pour moi, ça c'est souvent de l'idée préconçue. On l'entend très souvent effectivement ce truc-là, mais c'est pas vrai. Impact sur les films.
Dans le pire des cas, le calendrier des sorties en salle subirait plusieurs changements de date pour les films, certains dès le 4e trimestre de cette année. Si le calendrier des sorties en salle de 2024 reste à peu près intact au cours des 6 premiers mois, grâce aux films achevés qui sortent des chaînes de production, les choses se gâtent au-delà. C'est dans ce scénario que les studios pourraient être amenés à retirer des films du 4e trimestre 2023 pour les mettre en boîte en 2024. Un retard dans la production pourrait entraîner un nouvel embouteillage dans la post-production. Ça veut dire, donc ce qui a été l'un des effets secondaires des reports pendant la pandémie. Ça veut dire, bah voilà, par exemple, le problème c'est que vu que tout était arrêté, il y a plein de films qui sont arrivés en même temps dans les boîtes de VFX. Et le truc c'est que ouais ok, on devrait pouvoir bosser sur 5 films et on doit bosser sur 15 films. Bah voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des effets spéciaux tout pourris sur les films. Donc c'est ce qui va encore se passer. Le box-office de fin août-octobre 2022 et l'hiver de cette année sont donc restés vides de produits. Il n'y avait pas de blockbuster pendant plusieurs mois. En fait, nous attendons toujours que les films retardés par la pandémie sortent en salle, pour certains. Par exemple, The Flash, c'en est un. Aquaman, aussi, c'en est un. Donc qui est prévu là pour le 20 décembre. Les chefs de marketing des studios et des distributeurs restent attentistes en ce qui concerne les superproductions. Mais les films plus modestes qui dépendent de la publicité sont prêts à pivoter en cas de grève de la SAG-AFTRA. Donc la SAG-AFTRA, c'est le syndicat des acteurs. Parce que si le syndicat des acteurs rentre en grève, ce qui pourrait arriver, il faut savoir que là ça commence par les scénaristes, mais ensuite il y a la discussion sur les contrats des réalisateurs, le syndicat des réalisateurs, et ensuite le syndicat des acteurs. Sachant que les deux soutiennent la grève des scénaristes. Et donc si ça bloque aussi de leur côté, par exemple pour les acteurs, ça veut dire pas de promo. Ils peuvent pas faire de tournée promo. Ils peuvent pas aller répondre aux journalistes et ainsi de suite. Donc voilà, pour des films qui dépendent de la promo de leurs acteurs, c'est fini. Tu les sors pas du coup. L'une des productions à venir qui se protège d'une longue grève de la WGA est Superman Legacy de James Gunn, qui prévoit un début de tournage début 2024 pour une sortie en salle le 11 juin 2025. Et effectivement, il a été malin. Gunn a montré une couverture du scénario sur les réseaux sociaux. Donc il a annoncé qu'il était fini le scénario en mode hey, on a le script. Ok, ça c'est fait. Maintenant on peut tourner. Donc s'il n'y a pas de grève des acteurs ou quoi que ce soit, il est tranquille. Et a annoncé le début de la pré-production en début de semaine avec les costumes, la conception de la production et bien d'autres choses encore qui sont en cours de réalisation. Donc le film peut avancer tranquillement. Là où ça pose problème, j'y pensais en lisant ça, Blade. Je vous rappelle que Blade, donc il y avait déjà eu un changement de scénariste, et là ils ont réembauché un encore, qui vient faire quelques réécritures sur donc ce nouveau scénario. Et donc ils ont été chercher le créateur de la série True Detective. Bah oui, mais sauf que là, ça y est, il doit poser le crayon. Et le film est censé commencer à tourner dans un mois. Donc là, Blade, c'est la merde. Blade doit commencer à tourner dans un mois. Ils ont estimé que le scénario avait vraiment besoin de réécriture, et ils n'ont pas été chercher un pecno. C'est pas Joel Clodo, ils ont été chercher le scénariste de True Detective. Bah ouais, sauf que le mec, en fait, là, il peut plus bosser dessus. Donc c'est le bordel. C'est le bordel. Puis il faut comprendre, sur un film en plus, souvent même pendant le tournage, il y a des réécritures. Combien de temps elles pourraient durer? Ça, c'est intéressant. La grève la plus longue jamais enregistrée par la WGA a été celle de 88, 153 jours, suivie de celle de 1960, 146 jours, et de celle de 2007-2008, 100 jours. Il semble qu'il y ait encore plus de soutien pour une grève cette fois-ci. Donc comme je vous disais, il n'y a pas que la WGA, un certain nombre de syndicats ont des contrats avec la MPTP, qui expirent dans les prochaines semaines. En règle générale, la guilde qui négocie en premier donne le ton aux négociations suivantes. La DGA a été la première à la table des négociations, donc la Director Guild of America, les réalisateurs, lors de chacun des trois derniers cycles de négociation. La dernière fois que la WGA a été la première à négocier, donc en 2007, les scénaristes ont fait une grève de 100 jours. La puissante Directors Guild of America entame les négociations pour ses 19 000 membres le 10 mai. Son contrat expire le 30 juin. SAG-AFTRA, donc là c'est les acteurs, entame les négociations avec la MTP le 7 juin. Son contrat avec la MPTP expire le 30 juin aussi.
Une grève de la SAG-AFTRA empêcherait les acteurs de faire de la publicité sur leurs projets de film ou de télévision, ce qui aurait des répercussions très importantes. En outre, des syndicats et des guildes se sont publiquement prononcés en faveur de la WGA, notamment donc la guilde des acteurs, la guilde des réalisateurs, l'IATSE, la section locale 399 des Teamsters d'Hollywood, je ne sais pas trop ce que c'est honnêtement, la Fédération américaine des musiciens et la Writers Guild du Royaume-Uni. Ces sociétés multimilliardaires, dont Amazon, Netflix, Disney et Apple, investissent dans des cadres hautement rémunérés et des productions somptueuses, a déclaré la section locale 399 du syndicat des Teamsters dans un communiqué. Elles peuvent se permettre de partager la richesse avec les auteurs qui créent le contenu que nous regardons tous. Je suis assez d'accord. Nous suivons les négociations de près. Il s'agit d'un combat commun et les Teamsters ne franchiront pas les piquets de grève. Alors je sais pas, du coup, est-ce que c'est peut-être les équipes techniques ou un truc dans le genre. Donc la guilde des acteurs s'est montrée plus circonspecte, envoyant l'avis suivant à ses membres. Si vous êtes engagé pour travailler sur un projet dont la production se poursuit alors que la guilde des scénaristes est en grève, vous êtes légalement tenu de continuer à travailler en vertu de votre contrat de service personnel et de la clause de non-grève figurant dans vos conventions collectives. Donc voilà, vous devez continuer à bosser. Les acteurs peuvent également continuer à auditionner s'ils le souhaitent. Donc ils peuvent aller à des castings, tout ça. Le syndicat des acteurs a également informé ses membres que si vous décidez en tant qu'individu de ne pas vous présenter au travail comme il se doit, vous pouvez faire l'objet de réclamations pour rupture de contrat ou être licencié par le producteur. L'IATSE et les Teamsters ont également des clauses de non-grève dans leur contrat, mais leurs dirigeants ont déclaré à leurs membres que leur contrat leur donnait le droit légal d'honorer les piquets de grève de la guilde des scénaristes. Donc en gros, vous pouvez ne pas y aller. L'impact économique, très important. Faut savoir que, en tout, il y a 2,4 millions de personnes qui travaillent dans des emplois soutenus par l'industrie. Ça veut dire directement et indirectement. Il y a plus de 180 milliards de dollars de salaire par an. 186 milliards, si on compte le tout. L'industrie du divertissement verse 21 milliards de dollars par an à plus de 260 000 entreprises dans les villes et les petites localités du pays, selon la NPA. Il représente 14,4 milliards de dollars d'exportation et 7 milliards de dollars d'excédent commercial pour les États-Unis. La grève de 2007, la grève de 100 jours, avait provoqué une perte, selon les études, de 2,1 milliards. 2,1 milliards. D'ailleurs, que s'est-il passé la dernière fois? La grande victoire de la Writers Guild en 2007 a été l'obtention d'une compétence sur les nouveaux médias, ce qui a créé un précédent. Les plateformes de streaming doivent embaucher des scénaristes de la WGA pour les émissions dépassant certains budgets. Par ailleurs, les scénaristes ont reçu un nouveau pourcentage sur les recettes brutes du distributeur pour la distribution numérique, c'est-à-dire la VOD. Mais cela avait un coût. La MTP estime que les scénaristes de la WGA et les membres du syndicat IATSE ont perdu 342,8 millions de dollars en salaire lors de l'arrêt de travail de 2007-2008. Selon New York Times, l'économie de Los Angeles a été touchée à hauteur de 2,1 milliards de dollars, dont 830 millions de dollars de ventes au détail à l'échelle de l'État, les travailleurs du secteur du divertissement ayant réduit leurs dépenses. Les 4 grands réseaux, CBS, ABC, NBC et Fox, ont également souffert. C'est la chaîne NBC qui a connu le déficit publicitaire le plus important, avec des taux d'audience en forte baisse aux heures de grande écoute, donc aucune de ces nouvelles émissions n'a connu de succès retentissant. En outre, en 2007, NBC a vu l'audience des 18-49 ans chuter de 11% aux heures de grande écoute. Faut bien comprendre que ça veut dire que, du coup, les pages publicitaires forcément coûtent beaucoup moins cher. Donc c'est de grosses pertes sur ce qu'auraient dû rapporter aux chaînes toutes les pubs. C'est ça qui est vraiment à prendre en compte. Et l'autre gros problème, l'autre très gros problème, un livre blanc publié par Nielsen Media Research indiquait que les téléspectateurs passaient plus de temps avec des formes alternatives de divertissement en dehors de la télévision. Une tendance qui pourrait s'accélérer cette fois-ci, étant donné la prévalence massivement accrue des médias sociaux, du chat, de la consommation de vidéos courtes depuis lors. C'est-à-dire que, si à la grève des scénaristes, les gens vont pouvoir trouver d'autres choses à regarder, à faire. Et qui dit qu'ils vont retourner après vers les networks, vers les plateformes de streaming et ainsi de suite. Si les gens se rendent compte de « Ah bah tiens, je regarde à la télé, mais en fait c'est vachement plus sympa YouTube, il y a plein de trucs. » Oh bah du coup moi je reste sur YouTube, je vais pas retourner à la télé. Bah du coup c'est du public perdu pour eux, et forcément il va y en avoir avec ça.
Une source de SNL, donc cette émission de comédie dont je vous parlais, a déclaré à Deadline que pendant la grève de 2007-2008, on se demandait vraiment si la vénérable émission de NBC reviendrait un jour. C'était d'autant plus déchirant que l'émission était alors en pleine forme, mais en même temps, c'était tout à fait juste. Il n'y a pas moyen de faire SNL pendant une grève des scénaristes. Il n'y a pas moyen de faire grand chose du côté de l'entertainment, des films, des séries, ainsi de suite, sans scénaristes. Ils font partie, voilà, vraiment du noyau, de la base du truc, sans rien d'écrit. Enfin, c'est Hugh Jackman qui racontait, alors c'est marrant parce qu'en plus Deadpool 3 risque d'être touché, mais Hugh Jackman racontait que sur le tournage, je crois que c'était de Wolverine Origins, si je dis pas de bêtises, il y avait des pages où c'était écrit un tel dit un truc marrant, un tel rentre dans la pièce, dit un truc marrant, mais il y a rien d'écrit. Je suis censé dire quoi de marrant? Bah trouve, parce que de toute façon il pouvait rien changer au scénario, il pouvait plus faire écrire quoi que ce soit, donc fallait que les acteurs improvisent. Donc vraiment, Marvel par exemple, avec les soucis qu'ils ont en ce moment, ça pouvait pas plus mal tomber. Parce que là où ils ont besoin justement de montrer qu'ils vont s'améliorer en qualité, c'était le pire moment pour que ça arrive. Le pire moment. Parce que là, ça va encore retarder des choses qui avaient déjà été retardées. Alors, il y a des séries qui sont finies, enfin, en termes d'écriture, hein, Lucky, Secret Invasion, tout ça, ça c'est bon. Par contre, pour les prochaines, pour celles qui sont en écriture en ce moment, ça va poser de gros problèmes. Pareil pour les films. Encore une fois, Blade, par exemple, c'est très problématique. Ça veut dire que on savait par exemple que Jeff Loveness travaillait sur le scénario de Kang Dynasty. Stop, il doit s'arrêter. 4 Fantastiques, stop, faut s'arrêter. Tous les films à venir, Blade, tout ça, faut qu'ils posent les crayons. Ils ont plus le droit de travailler dessus. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, vraiment, ouais, c'est gros. C'est vraiment c'est un gros événement. On va voir les conséquences, tout va dépendre de combien de temps ça dure. À surveiller en tout cas, on en reparlera bien évidemment sur la chaîne. Ça va être quelque chose qu'on va suivre de près. Et puis voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ça vous aura permis de comprendre peut-être un peu mieux du coup ce qui est en train de se passer. Et puis voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.